Je suis ravi de vous retrouver. Marine Le Pen, bonjour. On a vu hier sur TF1 Manuel Valls s'empourprer un moment quand Gilles Boulot lui a parlé d'échec de la conférence sociale. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un échec? Lui, il a repoussé ça au mois de septembre. Mais c'est un échec. C'est un échec d'abord parce que le simple fait de l'organiser est un échec, puisque c'est la troisième depuis 2012. Ça prouve bien que les deux premières n'ont servi strictement à rien. Celle-là ne servira pas plus que les deux précédentes. Moi, si vous voulez, j'ai l'impression, en voyant ce gouvernement, de voir un hamster qui tourne dans sa roue, quoi. Ils ont le sentiment d'avancer, mais en fait, ils avancent pas, ils font du surplace. Et pour une raison simple, c'est qu'ils passent leur vie à défaire ce qu'ils ont fait hier. Regardez, depuis le début du mandat, ça n'a pas arrêté. On donne 20 milliards aux entreprises, puis on retire 20 milliards aux entreprises, puis on donne des milliards aux entreprises. On crée des impôts sur les classes moyennes, et maintenant on nous annonce qu'on va abaisser les impôts sur les classes moyennes qu'on vient de créer. On supprime le crédit impôt sur l'apprentissage, et aujourd'hui on dit il faut donner des sous pour l'apprentissage. Enfin, c'est n'importe quoi. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il ne sait pas où il va. Mais alors, par exemple, vous arrivez au pouvoir, vous les supprimez, vous, c'est grande messe à la française. Est-ce qu'il y a une question de pratique politique aussi? Il faudrait qu'ils fassent, si ils étaient efficaces, d'abord un constat. Parce qu'on ne peut pas trouver des solutions et apporter des médicaments à une maladie si on ne sait pas quelle maladie c'est. Or, ils ne font pas de constat. Il faut faire le constat des raisons pour lesquelles aujourd'hui la France est totalement bloquée sur le plan économique. Pourquoi il n'y a pas de croissance? Réforme et blocage, c'est sa théorie. Mais sauf qu'il a affaire à des gens, vous le savez, ça existe. Pardonnez-moi, je veux dire un petit mot. Vous vous souvenez peut-être, il y a 20 ans, des livres de Closet sur la France bloquée, etc. Tout le monde le connaît, le constat. Non, c'est pas vrai. Tout le monde croit le connaître. Parce que c'est le constat de la pensée unique économique. La France, on peut pas la réformer. Et puis on dépense trop de sous. Et puis il y a trop de services publics. Et puis... Ça n'est pas ça, le constat. C'est quoi? Le constat est erroné. Le constat, c'est que ce sont les diktats de l'Union européenne qui bloquent l'économie française, qui créent la récession, qui empêchent la croissance et l'emploi. Ce sont les mêmes méthodes qui sont appliquées en Grèce, au Portugal, en Espagne. Ça crée la récession. Mais quand les marins travaillent moins de 6 mois à la SNCM, ça n'a pas de rapport avec l'Europe. Non mais d'accord, vous avez raison. La SNCM est un cas particulier que l'on connaît depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce qui a mis vraiment la SNCM dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui? Vous êtes sûr que c'est uniquement les très mauvaises habitudes et les grèves stupides des syndicats qui ont aggravé la situation, ou les 440 millions d'euros pour lesquels la SNCM doit rembourser à l'État parce que l'Union européenne interdit à l'État de venir au soutien d'une entreprise, y compris quand il s'agit d'assurer la continuité territoriale. Donc la France est en train de mourir, mais c'est un de vos dada. La France est en train de mourir de l'Europe. C'est ça. La France, elle meurt de l'impuissance et de la lâcheté de ses dirigeants. Valls dire, il faut réformer. Qu'ils soient de droite ou de gauche, tous ces gens-là se sont soumis à un modèle économique ultra-libéral, au diktat de l'Union européenne. Ce sont des pantins qui, chaque jour, vont chercher leurs ordres. Valls, c'est un pantin? Mais bien sûr, et ce sera le pire Premier ministre de la Ve République. Tous ces gens sont des pantins et ils sont manipulés par l'Union européenne qui leur dit tous les jours, voilà, alors il faut faire la réforme territoriale, il faut mettre en place l'austérité, il faut couper dans les dépenses publiques et dans les bonnes dépenses de l'État. Il ne faut pas couper, en revanche, dans les mauvaises dépenses de l'État. Ça, il faut les laisser perdurer. Si je comprends bien, ce matin, tout à l'heure, ironisait Guillaume Tabar sur Radio Classique. Vous êtes à gauche et Valls, c'est à droite, quoi. Mais c'est pas un problème de gauche ou de droite. C'est que moi, je suis la recomposition politique, vous l'avez voulu. Moi, je défends la France. Eux, ils sont dans une vision post-française. Et déjà, la France, pour eux, n'existe plus. C'est une petite partie d'un grand ensemble où, encore une fois, ils sont des préfets, en réalité. Ils sont des préfets de l'Union européenne. Moi, je défends la souveraineté française, je défends l'intelligence française, je défends l'énergie française. Encore faut-il qu'on puisse courir le 100 mètres sans avoir un boulet au pied, les mains attachées dans le dos et le bandeau sur les yeux. Et c'est ça aujourd'hui. Oui, est-ce que vous considérez qu'il y a la moindre chance que les courbes du chômage d'ici 2017 repartent? Mais non, mais par quel miracle? Par quel miracle? Une question. Mais bien sûr. Et par quelle solution? Parce qu'il y a un moment, c'est bien de critiquer les autres, mais quelle est la solution du Front National dans ce domaine? Il faut à tout prix retrouver notre monnaie nationale. L'euro est un frein considérable à la compétitivité parce que l'euro est beaucoup trop cher. Tout le monde le dit. Et c'est encore une déclaration du patron d'Airbus ce matin. On ne cesse de le dire. Il faut protéger nos frontières. Nous ne pouvons pas nous mettre nus. Mais la baisse de l'euro, c'est bien pour les exportations, je suis d'accord avec vous, mais pour la dette, c'est compliqué. Non, pour votre patrimoine, comme pour le mien, comme pour tous ceux qui... Mais rien, ça n'a aucune conséquence. Mais comment ça, et les autres, par rapport à vos voisins? Monsieur Durand, on répète toujours les mêmes sottises de plateau en plateau. Mais non, mais c'est pas vous, c'est la pensée unique économique. En 2000, l'euro valait 0,80 $. Il vaut aujourd'hui
entre 1,30 et 1,35, est-ce que votre patrimoine a été augmenté de 40% entre ces deux dates? Mais dans un périmètre- Est-ce que votre patrimoine a été augmenté de 40% entre ces deux dates? Fondamentalement, c'est une dévaluation qui Non, va intervenir, bien il n'a évidemment. pas été augmenté entre ces deux dates. Par conséquent, si l'euro, par exemple, demain baissait de 40%, votre patrimoine ne baisserait pas de 40%. Ça, ce sont des mensonges pour faire peur au peuple. Vous comprenez? Pour leur dire, il faut rester dans ce modèle économique qui a été imposé par les ultralibéraux. Quand on a une dette aussi colossale que la nôtre, ça ne veut pas dire qu'elle va être... Ah, mais ça, c'est le problème de la loi de 1973. Quand, en 1973, on a obligé l'État à aller emprunter sur les marchés financiers, alors qu'avant, eh bien, le Trésor, la Banque de France prêtait au Trésor sans intérêt. Ouais. Du coup, on se retrouve dans une situation où notre premier budget, quasiment, là aujourd'hui, notre deuxième, mais ça va devenir notre premier budget, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Moi, je voudrais dire aux auditeurs que depuis 1973, avec cette loi qui a enrichi les marchés financiers d'une manière mais tout à fait inouïe. Nous avons versé 1500 milliards d'euros d'intérêts. Or, nous avons près de 2000 milliards d'euros de dettes. Ça veut dire que 3/4 de notre dette, ce sont les intérêts que nous avons versés aux marchés financiers. Si vous voulez accéder au pouvoir, est-ce que vous faites une croix sur la dette? Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. À l'extrême gauche, ils disent qu'il faut faire une croix sur la dette. Non, mais non, il ne faut pas faire une croix sur la dette. Mais il faut revenir à un système où le public finance le public et le privé finance le privé. Mais il faut que le privé continue à financer le privé. Il faut, en réalité, monétiser la dette. C'est-à-dire, en fait, ce que fait un petit peu la Grande-Bretagne, dont je vous signale qu'elle a un taux de croissance qui est tout à fait spectaculaire par rapport au nôtre. Il faut recréer l'emploi. Je veux dire, aujourd'hui, on gère la pénurie. On se réunit avec ou sans les syndicats. De toute façon, ils ne servent à rien. Et ils ne représentent personne. Donc, c'est pas très grave qu'ils soient là. C'est une question importante, justement. Pour gérer la pénurie. Que vous accédiez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites avec la CGT et FO qui ne veulent pas, par exemple, participer à des réunions? Je libère les syndicats. Je mets les syndicats sur le même mode que les partis politiques. Tout le monde peut créer un syndicat. Tous les syndicats peuvent librement se constituer. Ils se présentent aux élections. S'ils sont représentatifs, ils ont des représentants. Et puis, c'est tout. Donc la technique Le Pen, c'est de créer des syndicats nouveaux. Et au passage, on crée la CNCCFP, c'est-à-dire la commission de contrôle du financement des partis politiques et des syndicats. Car il faut vérifier, c'est normal, c'est de l'argent public, le financement des syndicats qui ont fait l'objet d'affaires qui sont passées à peu près inaperçues, mais qui étaient extrêmement graves en termes d'opacité, de détournement. Vous ne m'avez pas répondu sur Manuel Valls. Vous avez dit que ce sont des etc. pantins, mais il avait l'air sincère hier dans sa volonté de réformer le pays. Il a l'air sincère. Non mais écoutez, franchement, vous croyez sincèrement qu'on en est là à voir s'il a l'air sincère ou s'il n'a pas l'air sincère? Il a sincèrement envie d'être président de la République. Oui, ça probablement. Et donc, il s'agite pour développer sa carrière personnelle. Ça, c'est une évidence. Donc, vous avez compris le côté ironique de ma question. Oui, mais voilà. Je veux dire, Manuel Valls est un ambitieux. Tout le monde le sait. C'est probablement aussi un arriviste, c'est-à-dire qu'il va aller se placer là où il pense qu'il a une niche pour pouvoir avoir une chance d'être candidat à la prochaine présidentielle. Vous dites que le bilan va être catastrophique. Comment voulez-vous qu'un ambitieux arrive à la présidentielle avec un bilan catastrophique? Oh, mon cher monsieur, regardez monsieur Fillon. Hein. Le bilan, ça n'a pas l'air de le déranger, lui. Parce que faut pas oublier que celui-là aussi, il a été Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy et il se dégage assez facilement de son bilan à lui aussi. Mais son argument, c'est de dire j'ai été loyal, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Mais bien sûr. Non, mais je vous demande son argument, je croyais que c'était moi. Oui, bien sûr. Eh bien, quand on ne peut pas faire ce que l'on veut, on est un homme sincère et convaincu, on démissionne. Donc il a eu tort de ne pas démissionner. C'est aussi simple que ça. Donc vous pensez que finalement sa carrière est inexistante? Car sinon, cela veut dire qu'on est un faible. Et si on est un faible, il ne faut pas espérer être président. Donc Fillon en 2017, ça vous paraît aberrant à cause de ça? Écoutez, tout me paraît aberrant du côté de l'UMP, permettez-moi. Les 74 millions de dettes. L'UMP, c'est l'écœurement permanent, quoi. Voilà, c'est l'écœurement permanent. Tous les jours apporte son lot de haine recuite, de dénonciations, de révélations qui sont écœurantes, on peut le dire. Moi, j'essaye de me mettre à la place d'un adhérent de l'UMP. À qui on est venu dire regardez, c'est épouvantable, les méchants juges ont rejeté le compte de campagne de Nicolas Sarkozy pour, disait-il à l'époque, Nicolas Sarkozy, un petit dépassement de 2%. On apprend aujourd'hui que le dépassement était de 100%. 100%. C'est pas la thèse de Sarkozy. Sarkozy a l'air de dire, il l'a expliqué l'autre jour à la télévision, qu'au fond,
c'était à peu près correct les comptes, mais que, je simplifie, que les gens de Pygmalion sont en gros des voleurs de patates Nicolas qui Sarkozy est un menteur. Voilà. Et cette affaire va le révéler. C'est un menteur. Il a dit encore une fois que le dépassement était de 2%. Il savait pertinemment qu'en réalité, il avait doublé ses dépenses de campagne par rapport à ce qui est autorisé. Doublé. Et en cela, il a rompu aussi l'égalité entre les candidats. Il a rompu le principe même du fonctionnement démocratique qui veut que chacun joue la course en quelque sorte avec les mêmes règles. Voilà. Les magouilles de l'UMP, les affaires de corruption, les dépenses faramineuses, la folie des grandeurs qui sont révélées aujourd'hui démontrent, comme le disait M. Tabar, il avait raison tout à l'heure, une sur Radio faillite Classique morale totale, une faillite morale totale de ce mouvement. Alors maintenant, les adhérents UMP qui ont envie de participer au redressement... Vous allez lancer un appel pour qu'ils reviennent au Front National, c'est ça? Mais j'ai surtout envie de leur lancer un appel pour qu'ils soient utiles pour leur pays. Utiles pour leur pays. Quand on a vraiment des convictions, quand on pense qu'il faut faire bouger les choses, quand on veut s'opposer à ce gouvernement socialiste qui continue d'ailleurs dans la lignée, il faut bien le dire, du mandat de Nicolas Sarkozy, à enfoncer la France et à la renvoyer quasiment au Moyen-Âge économique. Je veux dire, pour être utile à son pays, on fait quoi aujourd'hui? On adhère à l'UMP, on continue à donner de l'argent pour soutenir ce genre de méthode. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, c'est à eux aussi maintenant de se réveiller. Pour des raisons morales, historiques, ils n'ont peut-être pas envie non plus d'adhérer au Front National. Mais d'accord, mais c'est aux adhérents de l'UMP de sanctionner ce type de comportement. Ça, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Car encore une fois, si ce ne sont pas les Français engagés dans la vie politique qui sanctionnent ce type de comportement, alors qui va le faire? Question, la dernière. Évidemment, tout à l'heure, on a évoqué le débat économique, puisque vous parliez de l'Europe et de l'euro. Vous avez vu le match d'hier, les Allemands n'ont pas vraiment faibli. Vous vous imaginez au pouvoir, face aux Allemands, en train de leur expliquer que vous allez passer au franc, que vous allez dénoncer une partie des traités qu'on a signés tous ensemble? Mais tout à fait. Vous croyez qu'ils vont l'accepter? Non, vous les avez vus face aux Brésiliens? Permettez-moi, j'ai pas l'obligation de demander l'autorisation aux Allemands. Mais on est dans une communauté européenne. Non, moi, quand je serai président de la République, je serai président de la République française. Donc vous leur faites un bras d'honneur. Le mandat qu'on m'aura donné, c'est le mandat du peuple français. Mais donc vous leur faites un bras d'honneur. Je rendrai au peuple français sa liberté et sa souveraineté pour une raison simple, c'est qu'il m'aura élu précisément pour cela. Donc j'aurai des bonnes relations avec les Allemands et je leur dirai, messieurs les Allemands, vous défendez vos intérêts, certes. Soit c'est naturel, laissez-moi défendre les miens, et ceux de mon peuple. Or, ça n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Mais il y a des traités qui nous engagent tous. Mais oui, d'accord, vous savez ce que le général de Gaulle disait des traités. Ils sont là pour être déchirés. Donc vous leur ferez un bras d'honneur? Non, je ferai un référendum. Je rendrai la parole au peuple français, car il n'y a pas, encore une fois, de souveraineté autre que celle du peuple français. Et quand je vois au Parlement européen l'UMP et le PS voter ensemble partout, tout le temps, en toutes circonstances, l'UMP faire élire Schulz, le socialiste le plus sectaire qui existe, tous ensemble, ils l'ont applaudi son élection. Dans toutes les commissions, ils ont voté ensemble, ils s'étaient tout partagés, ils sont tellement mignons ensemble. À toi la présidence de la commission, à toi la vice-présidence, à toi Vert, la deuxième vice-présidence, à toi libéraux, la quatrième, la troisième vice-présidence, et tous ensemble, alors qu'ils arrêtent de nous faire croire, quand ils sont sur le territoire national, qu'ils s'opposent. Voilà. La réalité, c'est que nous sommes face à un parti unique. UMPS, nous le disons, que les Français regardent un peu ce qui se passe ce qui se passe au Parlement européen. Ils vont être édifiés de voir encore une fois les UMP debout applaudir l'élection de M. Schulz à la présidence du Parlement européen, encore une fois, représentant en même temps du socialisme le plus sectaire et de l'ultralibéralisme le plus violent. Marine Le Pen, merci. Bonnes vacances, il paraît que vous partez en vacances? Oui, enfin d'ici 10 jours. D'ici 10 jours. Bretagne? Il est 8h29, on va retrouver Magali et Christophe sur LCI et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée.